Dès début 2025, à Washington, en quelques jours, la plus grande agence d'aide au développement du monde est gelée puis démantelée. Des milliers de programmes suspendus, des contrats annulés. À des milliers de kilomètres de là, en Afrique, les conséquences sont immédiates. Des cliniques ferment leurs portes. Des patients repartent sans traitement. Des programmes de lutte contre le VIH s'arrêtent du jour au lendemain. Des soignants payés par ces fonds ne sont plus payés. Selon les Nations Unies et plusieurs revues médicales, ces interruptions pourraient coûter des dizaines de milliers de vies d'ici 2030. Pourtant, ces programmes, on nous les présentait comme un don, comme une œuvre, comme une main tendue. On nous disait « sans nous, ce serait pire ». Et c'est peut-être vrai, mais en une nuit, cette main s'est refermée et tout un système s'est effondré. Alors une question surgit, une question dérangeante. Comment un continent tout entier peut-il découvrir, du jour au lendemain, que sa santé, son école, une partie de sa survie ne dépendait pas de lui, mais d'une décision prise ailleurs? Et surtout, comment en est-on arrivé là? Bienvenue sur EGS Satellite. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de me présenter, je suis Manessi Ngang, essayiste, fondateur des éditions EGS et créateur d'EGS Satellite. Depuis plusieurs années, je mène des recherches sur les mécanismes économiques, géopolitiques et institutionnels qui façonnent le développement de l'Afrique. Et au fil de ces recherches, une conviction s'est imposée. Les grands défis de notre continent ne s'expliquent pas seulement par ce que nous voyons. Ils trouvent souvent leur origine dans des mécanismes plus profonds, parfois invisibles, qui produisent les mêmes résultats génération après génération. Sur EGS Satellite, chaque semaine, nous partons d'un fait, d'un chiffre, d'une question. Nous confrontons les faits aux idées reçues. Nous cherchons les mécanismes qui produisent les résultats et nous explorons des solutions concrètes. Car comprendre n'est pas une fin en soi. Comprendre aujourd'hui pour construire demain. Dans notre dernière enquête, nous avons parlé d'intégration africaine. Aujourd'hui, nous poursuivons avec un acteur que tout le monde connaît et que presque personne n'interroge vraiment. Les organisations non gouvernementales, les ONG. Reprenons maintenant notre enquête. Aujourd'hui, une question qui dérange. Nous voyons partout leurs œuvres. Les écoles, les vaccins, les distributions. Alors pourquoi, après 60 ans d'aide, l'Afrique reste-t-elle pauvre? Soyons justes. Commençons par une vérité qu'on oublie trop souvent. L'aide sauve des vies. C'est un fait, pas une opinion. La variole, cette maladie qui a tué des centaines de millions d'êtres humains, a été éradiquée de la Terre en 1980. La poliomyélite, qui paralysait des milliers d'enfants chaque jour, a reculé de plus de 99% depuis 1988. Des écoles ont ouvert, des puits ont été creusés. Des millions d'enfants sont vaccinés, nourris, scolarisés. Nier tout cela serait malhonnête et injuste. Mais regardons maintenant l'autre côté du miroir. En 2024, environ 14 millions d'enfants n'ont reçu aucun vaccin, pas un seul. On les appelle les enfants zéro dose. 60 ans d'aide, des milliers d'organisations, des centaines de milliards de dollars. Et pourtant, la dépendance, elle, ne recule pas. Le continent le plus aidé du monde reste le plus pauvre. Voilà le paradoxe. Ce que nous voyons est réel. Les écoles existent, les vaccins existent, le bien existe. Mais ce que nous voyons n'est pas toute l'histoire. La vraie question n'est pas
Les ONG font-elles le bien? Bien sûr qu'elles en font. La vraie question est plus profonde. Pourquoi, malgré tout ce bien visible, le résultat, lui, reste toujours le même? La réponse ne tient pas à la mauvaise volonté des gens. La plupart des travailleurs humanitaires sont sincères, courageux, dévoués. La réponse tient à des mécanismes. 6 mécanismes, le plus souvent invisibles. Des mécanismes qui produisent la dépendance même quand personne ne le veut. Les voici. Démontons-les un par un. Mécanisme numéro 1, qui décide vraiment? Une ONG ne dépense pas son propre argent. Elle dépense l'argent d'un autre. Un gouvernement étranger, une fondation, une agence. Et partout dans le monde, celui qui paie oriente. Ce n'est pas un scandale, c'est une règle, mais mesure ses effets. Les priorités sont fixées dans des appels à projets écrits à des milliers de kilomètres, selon des cases décidées ailleurs. Un besoin vital ressenti dans un village peut attendre des années, faute de bailleurs intéressés. Pendant qu'un thème à la mode dans les capitales des donateurs sera financé du jour au lendemain. Alors, peu à peu, un glissement s'opère. Ce ne sont plus les peuples qui définissent leurs problèmes, ce sont les problèmes qu'on accepte de financer, qui deviennent les priorités des peuples. Mécanisme numéro 2, l'argent qui ne reste pas. En 2016, au grand sommet humanitaire mondial, les plus grands bailleurs de la planète font une promesse solennelle. Confier un quart de l'aide, 25%, directement aux acteurs locaux. Le résultat, des années plus tard, entre 1 et 3%. À peine $1 sur 100 arrive directement dans des mains locales. Où passe le reste? Dans une cascade d'intermédiaires. Une grande organisation reçoit les fonds, en sous-traite une partie à une autre, qui en sous-traite encore une partie, et à chaque étage, des frais, des salaires, des bureaux, des experts. Si bien qu'au bout de la chaîne, ce qui arrive vraiment au terrain n'est plus qu'une fraction. Et voici le chiffre qui devrait tout changer dans ta tête. Toute l'aide au développement de la planète en 2024, environ 215 milliards de dollars. Retiens ce nombre. Maintenant, les diasporas, nos frères, nos sœurs, partis travailler ailleurs, renvoient chaque année à la maison environ 656 milliards de dollars, presque 3 fois plus que toute l'aide du monde réunie. Et cet argent-là, lui, arrive directement dans la main d'une mère, dans la scolarité d'un enfant, dans une petite boutique qui ouvre. Alors retiens ceci, la première ONG d'Afrique, ce n'est pas celle qu'on croit, c'est sa diaspora. Mécanisme numéro 3, le plus important, la substitution. Reviens avec moi dans les années 1980. Frappés par la crise de la dette, beaucoup d'États africains sont contraints de couper. Moins de fonctionnaires, moins d'écoles publiques, moins de dispensaires. Et dans le vide laissé par l'État qui recule, qui s'installe, les ONG, elles construisent l'école, elles paient le vaccin, elles nourrissent. Sur le moment, c'est un soulagement et c'est nécessaire. Mais à long terme, un piège se referme. Car quand une organisation extérieure assure l'école et la santé à la place de l'État, l'État, lui, n'apprend jamais à le faire. Il ne rend plus de compte à ses citoyens, mais à ses bailleurs. Et le jour où le robinet se ferme, comme au début de l'année 2025, tout s'effondre. Voilà pourquoi la dépendance ne recule pas. On a soigné les symptômes en laissant l'organe s'atrophier. Mécanisme numéro 4, la diffusion des normes. Une ONG ne transporte pas que de l'argent. Elle transporte des méthodes, des modèles,
des façons de penser. Elle forme les enseignants, donc elle influence ce que penseront les élèves pour une génération. Elle installe des protocoles, des modèles de gouvernance, souvent conçus ailleurs. Et chaque année, plus de 7 millions d'étudiants dans le monde partent se former à l'étranger. Beaucoup reviennent brillants, mais avec, dans leur bagage, les normes et les priorités apprises là-bas. Ce n'est pas forcément un complot, c'est souvent une simple conséquence. Mais le plus puissant des pouvoirs n'est pas celui qui t'oblige, c'est celui qui te fait désirer ce qu'il veut en te laissant croire que tu l'as choisi. Mécanisme numéro 5, le plus discret. Qui produit le savoir? Beaucoup d'études, d'enquêtes, de statistiques sur l'Afrique sont financées de l'extérieur. Or, ce qui est financé devient visible, ce qui est visible devient prioritaire. Et ce qui n'est pas financé reste dans l'ombre, comme s'il n'existait pas. Celui qui mesure ta réalité la définit, et celui qui la définit oriente tes décisions. Tant que nous ne produirons pas nos propres chiffres, nos propres recherches, nos propres récits, d'autres continueront à définir nos problèmes et à nous vendre leurs solutions. Mécanisme numéro 6, le plus sensible, l'instrumentalisation. Poser cette question, ce n'est pas accuser, c'est regarder les faits, car une même structure peut faire le bien et en même temps servir d'autres intérêts. Souviens-toi, en 2011, au Pakistan, une campagne de vaccination a été montée de toutes pièces, fausse. Elle servait en réalité de couverture à une opération de renseignement étrangère. Quand la vérité a éclaté, la confiance s'est effondrée. De vrais vaccinateurs ont été pris pour cible. Et la lutte contre la polio a reculé de plusieurs années. Ce jour-là, beaucoup ont compris une chose. Une blouse blanche, un logo, un programme d'aide peuvent parfois servir à autre chose. Ajoute à cela des aides conditionnées à des choix politiques, des fonds détournés, ici aussi, par les nôtres, et des organisations expulsées par des États pour ingérence. Est-ce que toutes les ONG font cela? Non, loin de là. Mais poser la question du double usage, ce n'est pas du complotisme, c'est de la lucidité. Mais attention, ici sur EGS Satellite, nous refusons la facilité. Tout mettre sur le dos de l'étranger serait mentir, et ce serait lâche. Aucun bailleur ne nous oblige à détourner un budget. La corruption, les divisions, l'argent public qui s'évapore, tout cela aussi entretient la pauvreté. C'est notre part. Il y a des mécanismes qu'on nous impose et des mécanismes que nous nous infligeons. Un peuple mûr regarde les deux en face. Alors, que faire? Un mécanisme, ça se démonte et surtout, ça se remplace, mais il manque une clé. Et cette clé, nous en avons parlé dans notre épisode précédent, l'intégration africaine, car écoute bien, un pays seul, face à un grand bailleur, négocie à genoux. Il prend ce qu'on lui donne, aux conditions qu'on lui impose, mais un continent uni. d'1,3 milliard d'habitants, un marché plus grand que l'Europe, change complètement le rapport de force. On ne quémande plus, on négocie. On ne subit plus les priorités des autres. On impose les siennes. Voilà pourquoi tout se tient. Transformer nos richesses, éduquer, produire nos données, mobiliser la diaspora et nous unir pour peser. La souveraineté n'est pas un slogan qu'on crie, c'est une usine, une université, une donnée qu'on possède et un marché commun qui nous rend incontournables. Mais il manque une clé, et cette clé, nous en avons parlé dans notre épisode précédent.
l'intégration africaine, car un pays seul négocie en position de faiblesse. Un continent uni d'1,3 milliard d'habitants change le rapport de force. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une usine, une université, une donnée qu'on possède et un marché commun qui nous rend incontournables. Alors la prochaine fois qu'on vous montrera une belle photo d'inauguration, ne demandez pas seulement qui a payé, demandez qui a décidé, où part la valeur, qui garde la main. La pauvreté n'est ni une fatalité, ni une malédiction, ni un mystère. C'est un mécanisme. Et un mécanisme, ça se démonte. Dites-moi en commentaire, quel est le mécanisme le plus difficile à briser? Abonnez-vous à EGS Satellite, activez la cloche et partagez cette vidéo à quelqu'un qui croit encore que l'aide suffit. Dans notre prochaine enquête, une question qui dérange encore plus. Pourquoi tant d'Africains qui réussissent ailleurs échouent-ils lorsqu'ils investissent dans leur propre pays? La réponse pourrait bien te surprendre, ici Mané Singhane. Comprendre aujourd'hui pour construire demain. À très vite sur EGS Satellite.